Alors, je suis sûre qu'on va revenir. Donc, chers collègues, bienvenue au deuxième webinaire en trans sur la mise en question du système divisé, disjoint. On est tout à fait honorés. C'est un grand plaisir d'organiser ce webinaire. Moi-même et Vanessa, on va essayer de faire en sorte que vous vous ressentiez comme chez vous, les bienvenus, et j'espère qu'il y aura donc une transition fluide et tout à fait simple, même dans ce webinaire. Donc, vous savez déjà ce que je disais tout à l'heure à propos des informations pratiques. Il y a même des participants de la Serbie. Donc, vous pouvez choisir la langue, anglais, français, italien, en appuyant sur le petit globe au bas de l'écran. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez réagir, peut-être, si vous voulez montrer du matériel, vous pouvez l'écrire sur le chat ou sur la boîte demande-réponse. On va faire de notre mieux pour, disons, le prendre en considération pendant et après le webinaire. Alors, est-ce qu'on est prêt pour, disons, donner le coup d'envoi officiel à notre webinaire? Comme je disais, ce webinaire a été organisé dans le cadre du projet Trans co-financé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je vais vous dire brièvement qu'on parle du projet qui vise à garantir que tous les enfants et leurs familles, et surtout les plus vulnérables, puissent profiter, bénéficier d'une transition agréable et inclusive, donc de leur maison, des crèches, de l'école maternelle et élémentaire. On va le faire en essayant d'améliorer la continuité verticale et horizontale tout en renforçant aussi bien la transition éducative que la transition pédagogique. C'est bien le deuxième webinaire sur le système divisé. Pendant le premier, on a beaucoup parlé, on a donc fait bien des efforts pour donner des réponses aux questions soulevées, parce qu'il est important de mettre en question ce système disjoint, divisé. Et aujourd'hui, on va encore, disons, essayer de trouver des solutions, on va partager des idées concernant des parcours alternatifs pour faire face aux problèmes critiques qui ont été causés par le maintien de ce système divisé. Au cours du premier webinaire, on a dit qu'il ne s'agit pas uniquement de remplacer un système par un autre, un système divisé par un système intégré, mais ce sont plutôt des parcours créatifs et alternatifs qu'il faut trouver des solutions qui puissent, disons, convenir à tous les enfants et à tous les parents. Donc, on aura aussi la possibilité de voir les bénéfices de ces liens entre les politiciens, les universitaires et les pratiques pour faire face aux problèmes les plus complexes. La raison pour laquelle il est important qu'il y ait un dialogue, qu'on établisse un dialogue entre nous, qu'il y ait un échange entre nous, de façon à être capable de nourrir les autres. On a donc des intervenants de la Belgique, de la France, de l'Italie et des Pays-Bas, et même si bien d'eux ne sont pas directement impliqués dans le projet Entrance, ils sont en train de contribuer beaucoup à notre effort pour créer un forum vaste de débat politique en partant d'un travail de sensibilisation et d'études dans le cadre de notre projet. Donc, on a un agenda très intense aujourd'hui. Notre cher, notre cher collègue
Les experts vont nous illustrer des initiatives concernant la formation continue, partagée 0,3 pour les éducateurs, 0,6 pour les enseignants en Italie. On va écouter donc des expériences et des classes passerelles en France, de centres intégrés aux Pays-Bas et de projets pilotes émergents concernant l'intégration de l'accueil et de l'éducation en Flandre et en Belgique. Les présentations seront suivies d'un moment de débat et seront donc guidées par des représentants politiques et d'un autre ami critique. On commence par donner la parole à Michel Gand de l'Université de Gand. Est-ce que Michel, tu pourrais nous rappeler les moments forts de notre rencontre précédente? On te donne la parole. Merci, Zandrika. Le webinaire précédent a été suivi par plus de 550 personnes de différents pays, tout comme celui-ci. Donc, je voudrais notamment saluer mes collègues de la Belgique qui sont en train de participer au webinaire et ne sont pas en train de regarder le match de football. Fallait pas le dire hein, parce qu'ils risquent de quitter le webinaire. Pour ceux qui ont participé au précédent ou qui voudraient le revoir, vous pouvez trouver les enregistrements dans toutes les langues sur le site web de la ISA. Par rapport au webinaire précédent, il est clair que le système divisé cause des inégalités structurelles dans bien des pays qui ont ce système divisé où l'éducation et l'accueil des jeunes, des plus petits sont séparés. Et dans bien de ces pays, il y a souvent un manque d'offres pour les plus petits, donc le personnel est moins formé et même moins payé. En dehors de ça, il semble qu'il y ait aussi un manque de educare, c'est-à-dire une approche pédagogique intégrée qui puisse considérer tant les besoins physiques que les besoins de soins et d'assistance et les besoins éducatifs des enfants. Dans le premier webinaire, j'ai vu, donc on a vu des études de la France, des Pays-Bas et de la Belgique qui ont documenté ces problèmes et ces défis. Bien de ces études ont montré justement les défis causés par la transition d'un système éducatif à un autre. On parle de la transition des crèches à la maternelle, mais aussi de la maison à la maternelle et comment cela puisse représenter des grands défis en exacerbant aussi l'écart éducatif entre les enfants des classes sociales plus élevées et plus basses. Donc, les chercheurs nous ont montré tout ça. Ces études ont mis en relief aussi des différences importantes, c'est-à-dire la signification des systèmes divisés entre les pays des différents pays, mais il y a aussi des éléments communs, comme par exemple le souci par rapport à la différence entre assistants, éducateurs, enseignants au cours des premières années des enfants et comment tout cela pourrait fragmenter la continuité des soins parce que ces opérateurs rarement sont capables de mettre en question leur approche ou bien se rencontrent pour le faire. Donc, il y a différentes visions concernant l'éducation de la petite enfance. Qu'est-ce que ça veut dire être prête à l'école? Il y a des visions divergentes concernant les enfants et les identités des opérateurs. Le manque de continuité professionnelle pourrait mettre en danger les enfants et leurs besoins, et surtout les enfants qui sont mieux familiarisés des règles implicites pour lesquelles le manque de pédagogie pourrait entraver leur parcours éducatif. Aujourd'hui, on va regarder de plus près des pratiques innovantes qui abordent justement cette séparation professionnelle, qui cherchent des forme de transition plus fluide et donc aussi d'intégration. On va regarder, disons, ces pratiques assez innovantes qui ont été documentées et qui pourront représenter une source d'inspiration, même s'il s'agit de pratiques très spécifiques par rapport à leur concept. Et on redonne la parole à Zoreka.
Donc, merci Michel. Ce que tu as dit a été tout à fait intéressant, m'a beaucoup inspiré. Tu as dit encore comment le système divisé pourrait endommager les enfants les plus défavorisés, mais on peut dire que ce système est en train d'endommager aussi les travailleurs, est en train de couper les liens entre les opérateurs, les travailleurs, les possibilités d'apprendre les uns des autres. Je suis très content que le webinaire d'aujourd'hui puisse commencer par des expériences très inspiratrices provenant de l'Italie concernant les initiatives de formation continue partagée, les éducateurs 0-3 et les enseignants 3-6. Donc, c'est un plaisir de donner la bienvenue à notre collègue Tulia Mossati et Maria Cristina Picchio de l'Institut de sciences cognitives et de technologie du CNR Italie. Bienvenue, bienvenue à vous deux. À vous la parole. Merci Zoreka, bon après-midi à tous. Donc, au cours de notre présentation, on voudrait discuter la fonction stratégique que la formation continue conjointe peut avoir dans la construction d'un système éducatif intégré qui puisse inclure le 0,3 et le 0,6 segments en mettant en relief quels sont les éléments qui pourraient contribuer à la qualifier. Comme on déjà dit, Ariane Lazzari et Lucia Balducci dans le webinaire précédent, le système d'accueil et d'éducation de la petite enfance en Italie a subi d'importants changements au cours de ces dernières années. Donc, on va juste résumer les éléments les plus importants. Prochain transparent. En Italie, l'offre éducative pour la petite enfance est encore divisée en deux secteurs selon l'âge des enfants. Donc, les services éducatifs pour la petite enfance, les enfants en dessous de 3 ans, incluant les crèches et les services intégratifs comme les espaces de récréation, les centres pour la famille et les centres printemps. Dans ces services 0,3, ce sont les opérateurs qui travaillent, alors que l'école de la petite enfance pour les enfants de 3 à 6 ans où les enseignants travaillent. Mais en 2015, une loi nationale a pensé réunir ces deux secteurs dans un système intégré d'éducation de la naissance jusqu'à 6 ans sous la responsabilité du ministère de l'Éducation dans l'objectif de donner des réponses aux droits des enfants à l'éducation dès leur naissance. Puis, un autre décret-loi 65 de 2017 a un peu donc, établi une gouvernance complexe basée sur la coopération entre l'État, les régions et les organismes d'État, puis de récents documents du ministère de l'Éducation, donc des lignes directrices pour le système intégré 06 et les orientations nationales pour les services éducatifs pour l'enfance ont, disons, illustré le cadre pédagogique afin de développer une approche cohérente aux soins et à l'éducation de 0 à 6 ans à l'horizontale pour des services entre gestionnaires et en vertical pour garantir la continuité de l'expérience des enfants dans les services 0-3 dans les écoles pour l'enfance. Donc, il y a deux actions fondamentales pour surmonter la séparation, la division du système. D'abord, la création de réseaux de coordination pédagogique territoriale et la deuxième, c'est l'organisation justement d'initiatives de formation continue partagée entre le personnel des deux secteurs, de deux segments. Donc, le dernier plan national de soutien financier au système intégré prévoit que non pas moins de 5% des financements doit être réservé à la mise en œuvre de ces actions. Et l'année dernière, le ministère de l'Éducation a sollicité les départements régionaux pour organiser avec les municipalités des initiatives de formation continue conjointe viser les éducateurs
visant les éducateurs et les enseignants. Mais pour faire cela, il faut faire face à des questions, des problèmes fondamentaux prochaine transparent. La première, concerne la culture. Pourquoi encore aujourd'hui une approche différente aux soins et à l'éducation caractérise les deux segments du système? Dans les services 03 qui étaient créés pour soutenir l'emploi des mères, la perspective en éducation a été acquise au cours des années à partir des pratiques déjà élaborés qui ont fait reconnaître, disons, le fait que les enfants sont capables d'agir dès les premiers mois et ont même amené à développer une approche holistique reconnaissant la valeur éducative de chaque action de soins d'assistance. Bien des écoles pour l'enfance italienne reconnaissent la valeur du faire des enfants et leur protagonisme en s'inspirant, par exemple, la pensée de Montessori, Malaguzzi et Ciari, mais il y a encore une approche pédagogique orientée à la préparation à l'école élémentaire qui est encore très répandue. Ces différences culturelles sont même davantage soulignées par les différents parcours de formation initiale entre les éducateurs et les enseignants. Pour les éducateurs 0-3, on demande donc un parcours universitaire de 3 ans, euh, surtout pour la petite enfance. Il s'agit d'un programme d'études différent par rapport à celui prévu pour les enseignants, disons, de la maternelle et de l'école élémentaire, co- considérés par un cours universitaire de 5 ans. Le deuxième problème concerne en fait les différentes opportunités de formation continue prévues par des contrats de travail des éducateurs et des enseignants qui travaillent dans des services éducatifs, dans des écoles à différentes gestions. Pour les services éducatifs et les écoles maternelles gérées par les municipalités, les contrats de labeur des éducateurs 0,3 et pour les enseignants garantit un nombre suffisant d'heures de 80 à 800 par an et 200 par an et la possibilité de participer à des réunions collégiales, s'occuper des relations avec les parents et participer aussi à des initiatives de formation continue. Ce temps de travail, pendant ce temps de travail, il n'y a pas de contact avec les enfants, mais a été très important pour développer une culture éducative originale parce qu'il a soutenu donc un travail collégial dans le domaine éducatif et dans le cadre des initiatives de formation continue, a promu non pas seulement les compétences de chaque éducateur et enseignant, mais aussi, disons, les intérêts de toute l'équipe. Dans les écoles gérées par l'État, donc il y a un petit problème, il s'agit de 40 heures par an. 40 heures par an peuvent être consacrées aux projets, aux rencontres avec les parents et aux activités de formation continue. Puis chaque école développe un plan de formation. Toutefois, les enseignants peuvent choisir individuellement, disons, entre différents cours de formation autorisés par le ministère. Ils ont à leur disposition une carte pour couvrir, disons, les coûts des cours ou l'achat de livres. Donc, on a estimé le temps consacré à la formation éducative a été estimée entre 12 et 15 heures. Dans le secteur privé, les contrats de travail des éducateurs et des enseignants sont très différents, tout comme les opportunités d'accès à la formation continue. Il y a des contrats garantissant un minimum de 12 heures payées pour la formation par an, alors que d'autres n'en prévoient aucune. Pour répondre, pour relever ces défis, et déjà, ça fait déjà quelques années que quelques administrations locales ont organisé des initiatives de formation continue partagée pour le service 03 municipaux et donc écoles maternelles municipales ou entre services 03 municipaux et privés sur la base d'accords spécifiques entre l'administration locale et les services privés. Donc, la plupart de ces initiatives ont été caractérisées par deux éléments
comment? Le fait que les opérateurs étaient appelés à analyser, discuter les pratiques éducatives mises en place dans le travail quotidien avec les enfants et leurs familles, et le fait que les experts extérieurs avait le rôle d'orienter et accompagner la réflexion des opérateurs et transmettre des connaissances théoriques et pratiques. Prochain transparent. Dans ce cadre s'inscrivent deux projets de recherche-action réalisés au cours des 10 dernières années par notre groupe de recherche, dont font partie aussi Isabella Giandomenico et Susanna Maya. Des projets réalisés en collaboration avec la municipalité de Pistoia, qui a toujours prêté beaucoup d'importance à la qualification des éducateurs et des enseignants. Le projet a rassemblé des éducateurs de services 03 municipaux et privés et des enseignants des maternelles pendant 5 ans d'éducation. Le deuxième projet a impliqué des éducateurs de services 03 municipaux et privés de tous les 7 communes de la région de Pistoia, c'est-à-dire l'aire de Pistoia, pendant 2 ans, 2 années éducatives. Le transparent rapporte le nombre et le type de services impliqués concernés par le projet. Prochain transparent. Les deux projets visaient à analyser les expériences des enfants dans leur quotidien, dans l'action quotidienne du service et de l'école, son évolution dans le temps en tenant compte de ces aspects différents. Donc, la socialisation entre enfants, leur parcours de jeu, d'exploration, comme les enfants utilisent l'espace de récréation, comment ils vivent les temps et le rythme au quotidien pour dégager des pratiques éducatives visant à améliorer ces expériences. Donc, les procédures qu'on a proposées aux éducateurs et aux enseignants ont été donc le fait de fonder leurs analyses sur l'observation de l'expérience des enfants au cours de mois et sur la documentation de ce qu'ils étaient observés par des descriptions écrites avec des photos et des vidéos. Par la suite, chaque groupe d'éducateurs et enseignants a présenté son analyse et sa propre documentation élaborée avant par le groupe éducatif et pour la discuter avec les éducateurs et les enseignants d'autres services et d'autres écoles, même avec le coordinateur pédagogique et les chercheurs au cours des rencontres périodiques dans des contextes de collégialité élargie. Alors, l'analyse des débats qui a eu lieu pendant ces rencontres nous a permis de dégager des éléments qualifiants pour atteindre une approche partagée à l'éducation et à l'accueil aux soins par les éducateurs de services 03 municipaux, d'État et privés, situés même dans des territoires différents. D'abord, l'utilisation par les éducateurs et les enseignants des mêmes procédures de documentation a permis, disons, de baser le débat sur l'analyse des expériences des enfants en mettant en exergue la relation avec, disons, chaque contexte spécifique et pratique réalisée. Donc, il ne s'agissait pas de mettre un dialogue de faire un dialogue entre les attentes des éducateurs et des enseignants par rapport à leur rôle éducatif ou par rapport à une image abstraite des enfants, mais en fait, c'était justement le partage des analyses et des expériences des enfants dans chaque service d'éducation et école qui nous a donné l'opportunité de voir de nouveaux yeux les potentialités, les compétences sociales et cognitives dans la période de 0 à 6 ans pour en saisir les éléments de continuité. Donc, il y a eu un exemple important, les réflexions développées sur les besoins et les compétences des enfants dans le passage de 2 ans et demi à 3 ans et demi, qui est donc un âge charnière entre la crèche et la maternelle, des enfants qui sont considérés comme petits adultes par les éducateurs et tout petits par les enseignants.
En outre, donc, la durée pluriannuelle de nos projets nous a permis de donner une continuité à la réflexion des éducateurs et des enseignants, de faire, disons, assimiler leurs compétences et connaissances tout en sollicitant les besoins d'autres approfondissements. On veut souligner que l'implication d'opérateurs qui travaillent dans des contextes éducatifs différents nous a amené à renforcer le réseau des services sur le même territoire, dans la même ère. Ça a été un pas important vers la qualification de tout le système éducatif 06 local. Le partage de la réflexion entre collègues pendant différentes rencontres a été une opportunité très importante qui a renforcé les compétences professionnelles des éducateurs et des enseignants, amélioré les pratiques quotidiennes et a même consolidé leur sens d'appartenance à un même système. Prochain transparent. Même si l'expérience réalisée dans la municipalité de Pistoia est de caractéristiques spécifiques, on pense que l'organisation de ce projet peut être même répétée dans d'autres contextes territoriaux en la modulant sur la base de leur culture et de leurs ressources. Et donc, cette expérience a davantage démontré, comme on l'a déjà expérimenté grâce à d'autres expériences dans notre pays, que pour construire une perspective partagée sur l'accueil et l'éducation des enfants de 0 à 6 ans, il faut créer donc des occasions de dialogue entre les opérateurs qui travaillent dans des services municipaux, d'État et privés, mais il est tout aussi important d'abandonner définitivement des modèles qui transmettent des informations en faveur des enseignants et des éducateurs pour qu'ils puissent devenir actifs et donc développer au cours des ans une attitude réflexive partagée concernant leurs pratiques et les valeurs sous-jacentes. Donc, l'impératif de cultiver cette attitude a été davantage mise en évidence par le défi de la pandémie où les enseignants et les éducateurs ont ressenti fortement le besoin d'échanger avec des collègues d'autres réalités pour partager des difficultés et des incertitudes, mais même pour repenser des objectifs et des procédures, même des pratiques déjà bien consolidées. Donc, en conclusion, il est évident et des initiatives de formation continue efficaces demandent des conditions d'organisation essentielles. La première, c'est des contrats de travail qui puissent garantir un nombre suffisant d'heures payées pour la formation réalisée au niveau de l'équipe. La deuxième, l'offre de parcours formatifs sur une base régulière qui offre des temps et des espaces appropriés pour un dialogue adéquat entre les opérateurs pour développer les savoirs et les expériences déjà acquises. Et il est aussi évident que la planification et la mise en œuvre d'initiatives de formation continue de bonne qualité devraient être mises, disons, en haut de l'agenda interinstitutionnel entre l'État, donc les régions et la municipalité prévues par la loi. Merci. Oh, thank you so much. It was really inspiring. Thank you, Maria Cristina, and thank you, Toya, Merci, merci beaucoup. C'était tout à fait for being intéressant. incredible for Donc, so many Maria Cristina, Vittoria, merci that we are beaucoup. all using. Merci, And merci. what was Vous really êtes au inspiring centre about this des idées très intéressantes. process of Voilà. empowering people and the workforce and Donc, j'ai recognizing été tout à the fait presence of such a impressionnée holistic par child that ce builds processus character d'émancipation, le fait de for donner des instruments aux effectiveness, gens de for façon à pouvoir success, bâtir une independently of compréhension how far partagée we met des choses. in Je vous terms demande of pardon parce learning que from each other. il y a So des problèmes really thank sonores. you. Bon, mais, on peut dire en So let's général move to qu'on peut beaucoup apprendre les uns des France. autres. Maintenant, on donne la parole à la France. Je Pascal voudrais inviter nos collègues from Sorbonne Paris Nord University. Pascal Garnier
et Sylvie Renard de l'Université de Paris, du laboratoire de recherche Experis. Est-ce qu'on peut partager notre présentation, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Bonjour, aujourd'hui, donc Pascal Garnier et moi-même, Sylvie Rénat, allons présenter les dispositifs appelés passerelles qui visent davantage de cohérence, de continuité et d'équité dans le système divisé français 0-6 ans. Next slide, please. Diapo suivante. Alors, le système français, donc divisé avec d'un côté le système scolaire, c'est-à-dire une école maternelle en bleu, qui fait partie de l'école primaire, et des enfants qui peuvent aussi être accueillis sur des temps périscolaires, en haut, en rouge. Et de l'autre côté, pour des enfants de moins de 3 ans, sur votre gauche, qui ne sont pas à la maison, un système d'accueil collectif ou individuel de la petite enfance. Là, les enfants de 2 ans peuvent fréquenter ainsi les 3 systèmes. Les dispositifs passerelles, qui concernent essentiellement ces enfants de 2 à 3 ans, consistent à relier ces différents systèmes et ces différents mondes des enfants. On peut distinguer schématiquement 3 types de dispositifs. Premièrement, des classes passerelles dans les écoles maternelles. Deuxièmement, des actions passerelles entre familles, crèches, écoles maternelles et accueil périscolaire. Et enfin, des formations passerelles. Ces dispositifs sont nés des premières expériences de liaison entre familles, crèches et écoles maternelles au cours des années 68. Next slide, please. Next. Alors, tout d'abord, voyons la première catégorie, les classes passerelles dans l'école maternelle. Ces classes existent depuis 1990 et elles ciblent les enfants de 2 ans qui ne bénéficient pas de mode d'accueil extrafamilial et qui habitent dans des quartiers dits défavorisés. Ces classes passerelles se distinguent des classes ordinaires qui accueillent les enfants de 2 ans ou 3 ans ou plus à l'école maternelle par son format. 3 points. Seulement 20 enfants, donc une petite classe. Ensuite, un trio d'adultes, un enseignant, une ATSEM, donc le personnel agent, et en plus, une éducatrice, généralement qui travaille en crèche. Et le 3e point, davantage de places données aux familles. Un exemple, à Roubaix, se sont créées 1, puis 2, 3 et finalement 12 classes passerelles. Ce sont des espaces-temps pour apprivoiser l'école, pour se familiariser avec elle. En 2002, un rapport d'inspection entre les 2 ministères concernés ne nie pas l'intérêt de ces classes passerelles, mais il ne les soutient pas vraiment et ne soutient pas vraiment leur dissémination. Et donc, ce dispositif reste fragile et inégalement réparti dans le pays. Pourtant, en 2005, une évaluation des classes passerelles de Roubaix, outre l'auto-évaluation, révèle des résultats positifs, y compris en termes de réussite scolaire. L'étude comparative que nous avons menée dans notre laboratoire sur l'expérience des enfants de 2 ans dans différents types de collectifs d'enfants confirme l'intérêt de cette classe de transition où peuvent s'hybrider les pratiques des professionnels, éducateurs, enseignants ou ATSEM. Next slide, please. Next slide, please. Alors maintenant, passons aux actions passerelles. Il y en a de plusieurs types. Tout d'abord, des actions entre les familles et les écoles maternelles qui visent les enfants de 2 ans à 3 ans qui n'ont pas de mode d'accueil extrafamilial et qui vivent plutôt dans des quartiers défavorisés. Ce sont des propositions avant la rentrée scolaire, généralement au printemps, des propositions de moments de vie collective dans des lieux municipaux souvent, par exemple un centre social,
où ils sont accompagnés alors par des personnels de la petite enfance, éducateurs, auxiliaires de puériculture. Un enseignant, une enseignante vient, lors de ces moments, faire connaissance avec les enfants et les familles, puis elle les amène à l'école, leur fait découvrir l'école et parfois les invite à partager des moments d'activité avec les enfants qui s'y trouvent. Par exemple, l'action passerelle appelée En chemin vers l'école à Nantes dans les années 90 ou dans d'autres communes. Cette action peut se dérouler parfois à l'intérieur d'une école, par exemple dans le hall. C'est le cas, par exemple, à la ville de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon. Next slide, please. Next slide, please. Le deuxième type d'action passerelle concerne des actions entre la crèche et l'école maternelle. Ce sont des parcours variés, plus ou moins longs, qui peuvent réunir des enfants de 2 ans de la crèche et des enfants de 3 ans de l'école, selon des modalités singulières de collaboration entre les différents personnels et qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Un exemple, à Paris, dans le 13e arrondissement, plusieurs années de collaboration entre la directrice d'une crèche et la directrice d'une école les ont conduites l'année dernière à organiser tous les mardis matins, pendant toute l'année, la participation de petits groupes d'enfants de 2 ans de la crèche au projet de développement durable de l'école, et cela avec les parents chaque fois. Au-delà du jardinage, avec la directrice de l'école, c'est tout un processus d'interconnaissance des lieux, des personnes, des pratiques qui se développent. Un autre jour de la semaine, cette même crèche collabore aussi avec une autre école du quartier depuis de nombreuses années sur un autre projet passerelle. Ce type d'action conduit à une entrée à l'école maternelle en douceur pour les enfants, à une plus grande confiance des familles et, au terme du parcours, au sentiment du devoir accompli, comme l'écrit cette directrice de crèche, qui, 3 ans plus tôt, a accueilli de manière progressive ces enfants quand ils étaient bébés. Next slide, please. Ces mêmes résultats s'observent lorsque l'action passerelle se fait non pas sur les temps scolaires, mais sur les temps périscolaires. Par exemple, donc les équipes des crèches collaborent alors avec les animateurs périscolaires le soir après l'école, ou bien quand les enfants n'ont pas classe, en France le mercredi après-midi, ou pendant les vacances scolaires. Ces actions passerelles entre crèche et temps périscolaire débutent souvent au moment de goûter partagé avant l'été entre enfants de la crèche et de l'école, et certains des enfants de 3 ans de la crèche peuvent ensuite continuer à passer l'été au centre de loisirs au lieu de rester dans leur crèche. Les personnels des crèches sont alors des ressources pour les animateurs périscolaires qui sont souvent en demande de savoir et de savoir-faire concernant les tout petits enfants de 2 à 3 ans. Un exemple dans le 13e arrondissement, tout en haut, ce sont les partages de séances régulières d'art plastique entre enfants d'une crèche et ceux d'un centre de loisirs. Les enfants de la crèche se familiarisent ainsi pendant toute une année avant d'entrer à l'école avec les lieux, avec les temps périscolaires, et les adultes apprennent les uns des autres. Et ainsi, on observe également que les rentrées scolaires sont facilitées pour les enfants, mais aussi pour les parents et les animateurs, et aussi pour les enseignants. Un autre exemple, dans le 5e arrondissement, c'est l'image en dessous, où un autre binôme, crèche-centre de loisirs, collabore avec des activités alternées, une fois à la crèche, une fois à l'école, au centre de loisirs. Et les personnels des crèches, cette fois-ci, au bout d'une année de collaboration, vont aussi participer à la rentrée scolaire, c'est-à-dire ils vont participer la première semaine, au mois de septembre, soit sur les temps scolaires, dans les moments de classe avec l'enseignant, soit sur les moments périscolaires, à l'heure du déjeuner ou l'après-midi après l'école. L'observation montre aussi que les enfants venant de la crèche, ils sont tout de suite comme des poissons dans l'eau, ils jouent avec les plus grands de l'école qu'ils connaissent déjà, et ils sont des aides sérieuses à l'accueil des autres enfants
qui viennent des maisons dans leur classe, pour lesquels c'est parfois un gros choc. Alors, ces expériences-là peuvent rester individuelles, des initiatives locales, mais selon les communes, elles peuvent susciter des dynamiques locales qui sont récentes et qui sont facilitées si la petite enfance, les enfants de moins de 3 ans, est présente dans les projets éducatifs territoriaux des communes. C'est le cas, par exemple, de la ville de Paris. Si aussi les différentes directions concernées, donc aussi bien du côté des crèches que du côté des affaires scolaires, mais aussi des responsables de la coordination des crèches, des écoles et du périscolaire, collaborent entre eux et soutiennent le processus passerelle dans son ensemble. Et le soutiennent par, premièrement, des rencontres intercatégorielles pour se connaître, présenter les avancées des actions passerelles, les disséminer. Deuxièmement, par la participation à des événements communs sur un arrondissement, par exemple à Paris, un festival, par exemple, préparé ensemble dans le 5e arrondissement, ou bien encore des projets communs, par exemple la réalisation d'un livret commun de comptines à la crèche ou à l'école, ou un catalogue d'albums jeunesse avec l'aide d'une bibliothèque, ou bien encore l'organisation de formations communes, et je prends le relais de mes collègues italiennes, et de l'accompagnement des suites de cette formation commune. Ce peut être, par exemple, des formations avec des artistes pour l'ensemble des personnels, des crèches, des centres de loisirs périscolaires et des écoles, qui permettent justement de découvrir de nouveaux langages, qui n'est ni le langage des uns ni des autres, mais c'est d'autres langages qui peuvent les réunir. Ou encore d'autres formations innovantes que sont par exemple les voyages d'études ensemble. Et du reste, en ce moment, je me trouve à Pistoia justement, et pour une semaine, j'accompagne un groupe de 10 professionnels de 2 arrondissements parisiens. Ce sont des directrices et des directeurs de crèches, de centres de loisirs périscolaires et d'écoles maternelles, qui viennent ici pour travailler plus ensemble leurs passerelles et élargir leurs connaissances. Voilà. Et le dernier point, c'est justement le soutien à donner à la documentation de ce travail d'action passerelle mené ici ou là. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, le dernier type d'action passerelle qui est plus récent aujourd'hui et qui est porté par le ministère de la Culture et qui est expérimenté dans une région, le Grand Est, ce sont des résidences passerelles, c'est-à-dire des actions menées par des artistes avec des crèches, mais aussi des écoles maternelles, et qui sont situées dans des quartiers dits défavorisés, dans le cadre du dispositif réalisé avec le ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Cité éducative. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de documentation sur ces dispositifs qui nous paraissent très intéressants. Slide suivante. Next slide, please. Alors, je terminerai brièvement, pour ma part, avant de laisser la parole à ma collègue Pascale Garnier, en évoquant de toutes petites pistes encore chez nous, et on voit très bien le possible annoncé par nos amis d'Italie, du côté des formations. En formation continue, donc les formations intercatégorielles pour rapprocher les diverses cultures professionnelles, comme évoqué plus haut, et qui sont assez rares chez nous. Et aussi, au niveau de la formation initiale, je soulignerai les toutes petites avancées vers un socle commun dans la formation des différents personnels de la petite enfance, 0-6 ans, par exemple, en termes d'éveil culturel et artistique. Mais pour l'instant, rien n'est prévu par rapport à la formation des enseignants de 3 ans à 12 ans. Et d'autre part, des petites choses en termes de possibilités de passerelle entre la petite enfance et l'animation périscolaire, notamment pour les ATSEM, dont le certificat pourrait permettre de travailler non seulement dans les temps scolaires, mais aussi dans le temps périscolaire. Voilà, ce n'est juste quelques pistes possibles, très modestes pour l'instant, et je passe la parole à Pascale Garnier. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, en guise de conclusion, nous aimerions souligner les enjeux de ce dispositif de transition qui se situe entre le niveau national et le niveau local,
au niveau national, nous avons depuis les années 80 des dispositifs de territorialisation qui s'adressent plus spécifiquement aux populations dans les quartiers difficiles pour favoriser le développement de projets éducatifs adaptés, et en particulier pour les enfants de 2 ans. Malheureusement, il s'agit d'initiatives locales à géométrie variable. Pourquoi variable? Bien parce que ces dispositifs sont implantés selon la taille des villes, selon leur organisation, mais aussi selon leur richesse de la commune, mais aussi richesse de ses habitants. Deuxième fragilité de ces initiatives locales, c'est qu'elles reposent souvent sur le volontarisme des personnes. Donc, ça pose un problème de pérennité et d'institutionnalisation des actions et des dispositifs. D'autant que, comme Sylvie l'a bien rappelé, par exemple, pour les classes passerelles, ces dispositifs classes passerelles n'ont pas été véritablement relayés ni diffusés par les politiques nationales qui les ont mises en œuvre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, cette fragilité des dispositifs de transition nous amène à penser véritablement à la véritable transition d'un système divisé vers un système intégré, tel que cela a pu être mis en avant par un rapport de 2018 de Daniel Agazinski et Catherine Colombet, un rapport pour France Stratégie qui posait un point d'interrogation vers un nouvel âge de l'école maternelle. Et aujourd'hui, on constate encore l'absence d'une articulation, par exemple, entre le projet qui vient de se mettre en place d'un service public de la petite enfance, donc en 2022, tout récent, et puis en même temps, qui peut maintenant s'appuyer sur une charte nationale d'accueil des jeunes enfants qui a été étendue et qui est devenu maintenant un texte, un décret de 2021, donc un curriculum pour l'ensemble de cette tranche d'âge de 0-3 ans, qu'elle soit en milieu collectif ou en milieu individuel, mais aussi donc articulation possible qui devrait être faite entre ce secteur petite enfance et puis ce qu'on voit au niveau de l'école maternelle, par exemple aujourd'hui, un nouveau plan pour l'école maternelle en 2022, mais sans qu'il soit question de ces transitions. Donc on a bien affaire à 2 ministères qui travaillent chacun de leur côté, mais sans que véritablement cette question des transitions soit posée. Donc cela pose le problème de la gouvernance au niveau des politiques ministérielles, mais aussi d'un projet à long terme avec l'idée d'une culture commune à mettre en œuvre progressivement entre ces 2 secteurs. Pour terminer, Sylvie Reyna et moi, on aimerait insister sur le rôle des recherches contextualisées pour favoriser la mise en place, très progressive bien sûr. Ça ne peut pas être une révolution du jour au lendemain, mais comme le montre l'Italie aussi, quelque chose de très progressif qui parte à la fois des initiatives locales, mais qui sont soutenues nationalement. Donc, l'importance de ces recherches pour documenter, pour accompagner ces transformations, aussi bien aux côtés des praticiens que des formateurs. Et le séminaire que nous tenons aujourd'hui, ce séminaire international, eh bien, montre toute l'importance de la prise en compte en France des expériences étrangères, et en particulier celles que viennent de nous montrer les collègues italiennes. Merci beaucoup de votre attention. Diapositive suivant, voilà. Quelques éléments bibliographiques et diapositive suivante. Merci de votre attention. Voilà, merci. Thank you, Pascal and Sylvie. And we will share your PowerPoint on Intrans webpage. Merci beaucoup. Bien sûr, on va partager votre présentation sur la page Intrans. Et donc, je m'excuse pour la manière dans laquelle je vais vous présenter. J'ai commencé à avoir j'avais des problèmes, donc il a été très intéressant de voir comment vous avez couvert tout ce qui a à voir avec l'implication des décideurs politiques, des enfants, des parents. Nous savons que très souvent, les choses vont bien quand on met
en place une approche à partir du bas. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais vous présenter un ami qui va répondre à nos questions. Donc, Michel Van der Broek, tu as la parole. Merci. Il a été très intéressant d'avoir ces informations de la France et d'Italie parce que elles concernent des actions, des situations très similaires, c'est-à-dire de surmonter les systèmes divisés, mais avec des approches différentes. Par exemple, l'Italie nous a montré qu'il est important d'avoir un soutien politique, de la volonté politique de procéder dans cette direction. En France, il s'agit d'initiatives pour les praticiens malgré les divisions politiques. Je m'excuse, Michel. Michel, tu as le micro coupé. Tu as le micro coupé parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'entend pas. Je suis sur le canal anglais. Le micro est activé. Donc, probablement, je dois passer au canal anglais. Je ne sais pas. Oui, j'étais en train de dire qu'il est intéressant de voir les différences des approches. L'approche italienne et l'approche française a un problème similaire. En Italie, on parle d'un engagement de la part de la politique. Au contraire, en France, on souligne l'implication des praticiens et des collectivités locales qui rendent le système fragile, comme Pascal vient de le dire, si l'on considère toutes les différences. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour approfondir mes questions. J'ai des questions très brèves, mais j'ai une question, c'est-à-dire comment est-ce que vous pensez aux transitions parmi les parents, les enfants et les crèches, mais aussi les écoles périscolaires, les activités périscolaires. Donc, une question pour les Italiens. Est-ce que vous avez fait des réflexions sur ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cette approche sur l'école qui peut faire partie du secteur 06? Capito la domanda, forse nella traduzione. J'ai pas compris la question. Donc, vous avez présenté dans le projet 06, vous avez donc parlé de l'intégration entre 0,3 et 0,6, mais avez-vous considéré aussi dans l'âge 0,6 la relation entre le préscolaire et les centres de loisirs? Est-ce que ça fait partie du projet? Malheureusement, je l'ai vu dans l'expérience française, il y a des différences. Donc, il y a des services qui sont ouverts aux enfants 0,3, 0,6 ensemble, des espaces, bibliothèques, par exemple. Les enfants peuvent avoir accès avec leurs parents. Il y a des centres pour les enfants et les parents, mais il y a des activités outdoor pendant les mois dans lesquels les écoles sont fermées, mais il n'y a pas beaucoup d'activités périscolaires, surtout visant à une perspective plus générale et complexive. Et donc, c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Maintenant, on est en train de faire des pactes territoriaux qui vont dans cette direction, mais on est encore au début. Je ne sais pas si Maria Cristina veut ajouter quelque chose. Non, je crois que tu as dit tout ce que nous pouvons dire, notre perspective. Oui, mais une autre chose que je voudrais ajouter est que
le nouvel institut, les pôles pour les enfants devraient aller dans cette direction, c'est-à-dire établir une combinaison de services pour les enfants 0-3 et les classes de l'école de l'enfance, mais il devrait aussi fournir la possibilité de couvrir d'autres besoins du territoire et donc de faire partie de pactes d'éducation qui incluent aussi les enfants un peu plus âgés. On l'espère. Michel, nous avons un commentaire de la part de Umbu. Je ne suis pas sûre que je peux lire le nom de la République du Congo. Donc, c'est un commentaire très intéressant. Et donc, maintenant, on partage les expériences européennes, mais probablement il faut être plus mondial et donc apprendre des autres pays. Malheureusement, Milumbu, nous ne savons pas beaucoup du développement en Afrique, mais on est très intéressé à avoir plus d'informations sur l'Afrique. Et je voudrais aussi souligner le deuxième point, c'est-à-dire il est très intéressant de voir comment les collègues italiennes ont souligné l'importance du développement professionnel tout au long de la vie parce que dans cette période de transition. Et il est intéressant de voir comment dans cette formation tout au long de la vie, elles ont développé en langue commune. Et est-ce que vous pouvez Pascal ou Sylvie, est-ce que vous pouvez nous donner des commentaires sur ça? Parce qu'il me semble que dans votre situation, des pratiques émergentes, c'est une chose qui manque. Et donc, comment est-ce qu'on peut soutenir tout ça et développer tout ça? Sylvie, ton micro. Alors, pour ce qui me concerne, je ne connais pas, nous n'avons pas de connaissances suffisantes sur les initiatives municipales de l'ensemble de la France. Ça, ce serait un projet de recherche à effectuer. J'ignore absolument combien de communes actuellement sont engagées au niveau du territoire d'une commune dans des projets éducatifs territoriaux qui mettent dans lesquels la petite enfance 0-3 ans est présente, comme celle de Paris. Je ne sais pas, donc c'est quelque chose à venir. Mais en tout cas, pour le travail fait à Paris, nous sommes dans la troisième année, le troisième projet éducatif territorial. Le dernier a été signé donc avec la petite enfance. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, justement, je suis ici avec un premier groupe, comme je l'ai signalé, de 2 arrondissements mixtes intercatégoriels. C'est tout un parcours de l'année et donc il y aura au mois de février un nouveau groupe qui va venir ici et puis un troisième et puis un quatrième. Donc un processus s'engage sur tous les arrondissements de Paris. Donc, et le prochain voyage, il y aurait une inspectrice de l'éducation nationale et du côté des crèches, j'ai une auxiliaire de puériculture. Donc vous voyez, on va tester différentes choses selon les différents parcours. Donc une petite recherche qui va se mener au niveau de Paris. Nous espérons le documenter autant que faire se peut, mais ce n'est pas, disons, une recherche du laboratoire, c'est un engagement que nous avons les uns et les autres par rapport à ce suivi-là, mais ça mériterait effectivement que ce soit qu'une véritable recherche scientifique soit menée. Voilà, c'est sûr, au niveau de ce travail-là, comme dans d'autres communes où peut-être il y a des choses qui se passent. Donc effectivement, le documenter pour que justement on informe les politiques nationales, etc., un peu comme le processus italien. Okay, I'm afraid that's all we have time for. I would just ask Mr. Et je voudrais demander à monsieur ou madame Milumbu qui était intéressé au rapport du projet de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez mettre le lien de ce document? Oui,
next webinar we will have Oui, bien continental. sûr. Et j'espère que dans notre prochain webinaire, on pourra partager les bonnes pratiques avec d'autres pays. Et maintenant, je donne la parole au pays bas où se base mon association. Et donc, je voudrais donner la bienvenue à Ruben Fakim de l'Université de Amsterdam et l'Université His colleague Pauline de Slot from sciences University of appliquées Utrecht, et unfortunately, Pauline is just giving lecture Lomke van and Lombergen, Université de Gand not et here, Marie-Eusin, but Ruben is going to tell qui us n'est a lot pas about the avec finances of the integrated nous, centers mais in Ruben va nous parler des centres intégrés aux Pays-Bas. Donc, Ruben, yours. bienvenue. Vous avez la parole. Merci beaucoup Zorika, merci beaucoup à Vanessa pour l'assistance technique d'aujourd'hui. Nous avons déjà entendu des histoires de l'Italie et la France en ce qui concerne les cours alternatifs dans la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'un groupe intégré enfants dans l'âge préscolaire. Je peux vous donner quelques résultats empiriques de cette étude que je suis en train de mener avec Pauline Slot. Un prochain diapo. Donc, vous voyez cette carte de l'Europe. La source est Eurydice. Donc, vous voyez le Pays-Bas, c'est un pays en rouge avec un système divisé. Et les Pays-Bas pourraient probablement gagner la Coupe du Monde de ce système. Et je ne sais pas si on peut être honoré, mais bien sûr, il y a une lacune énorme entre l'éducation de la première enfance et les écoles élémentaires. Vous voyez qu'il y a un mouvement d'intégration. Nous voyons ces centres intégrer les enfants de 0 à 12 ans. Et donc, dans ces centres intégrés, nous voyons beaucoup d'opérations, beaucoup d'activités. Nous voyons ces activités inclusives pour les enfants et pour les familles. Et ça signifie que même les opérateurs de ces centres intégrés ont besoin d'une formation spécifique, de partager les objectifs, une vision commune afin de garantir la continuité pédagogique dans les familles, dans les enfants et aussi dans les écoles. Ces centres intégrés sont relativement nouveaux. Comme je disais, ils sont en train d'augmenter en nombre. Nous voyons que plusieurs professionnels de différentes formations sont impliqués. Ils peuvent collaborer. Ils sont passés dans l'éducation et accueil ou dans les écoles élémentaires. Et parfois, ils ont des formations différentes en ce qui concerne les soins, l'accueil des jeunes. Et si vous voyez l'un de ces centres intégrés, qui fait partie du centre intégré de l'école. Il semble une école, une classe des écoles élémentaires ou écoles maternelles. L'environnement physique semble différent et influencé par l'école élémentaire. Dans ces groupes, et bien sûr, cette salle est vide. Donc, c'est une sorte de pont en tant que solution pour combler la lacune entre les crèches, les écoles élémentaires. Dans les écoles élémentaires primaires, ils sont ensemble de 8 heures du matin jusqu'à l'après-midi. Ils jouent ensemble, étudient ensemble et restent là pendant toute la journée. Et même les opérateurs restent là pour aider les enfants, pour enseigner des choses, pour avoir des contacts avec les familles. Ici, vous voyez les enfants ensemble. Nous avons couvert les visages et vous voyez, il y a des
petits enfants et aussi des enfants dans l'école, dans l'âge préscolaire, sont en train de manger des fruits, comme nous faisons toujours dans les Pays-Bas. L'étude qu'on est en train de mener est une étude, petite étude. En effet, nous avons présenté 9 sites et l'une des raisons de cette petite étude est que ces groupes spéciaux ne sont pas autorisés, sont illégaux. En effet, il n'est pas possible de mélanger les petits enfants avec les enfants périscolaires parce qu'il y a des contrôles différents, il y a des règles différentes, il y a aussi des règles différentes en ce qui concerne les relations entre les opérateurs et les enfants. Malgré ça, il est difficile de juger la qualité de ces groupes de la part des inspecteurs et ce que nous devons faire aussi au niveau local. Ces groupes ont entamé à être opérationnels et ils sont autorisés, ils sont permis. Donc, malgré ils ne sont pas, ils ne font pas partie de la réglementation hollandaise, même s'il n'y a pas une réglementation officielle, il y a une sorte d'autorisation informelle. Il n'a pas été facile de trouver ces groupes, mais on a été en mesure de trouver 9 groupes qui se trouvent dans des différentes zones de l'Hollande et nous avons suivi une procédure random pour mener cette étude de petite échelle empirique qui est la première étude empirique sur ce groupe spécial en Hollande. Nous avons observé la qualité du bien-être, l'implication des enfants. C'est une étude en cours. Je vais vous présenter quelques résultats. Ici, vous voyez, il y a une appli qui concerne la qualité du soutien émotionnel avec la structure classe qui a été créée développée aux États-Unis, mais qui a été utilisée aussi dans l'Union européenne, y compris les Pays-Bas. En ce qui concerne la qualité, profilée par les éducateurs et les enseignants, on a considéré de approprié à bonne et dans plusieurs fois bonne qualité, seulement dans certains cas inapproprié. Nous voyons aussi la mesure du soutien éducatif. Le niveau est approprié dans la plupart des sites et bon dans la plupart des sites. Et il n'y avait pas une qualité inappropriée. Donc, nous pouvons dire que même le soutien émotionnel et le soutien éducatif sont appropriés dans ces centres intégrés. Dans cette diapo, nous avons créé la Top 10 Tips pour montrer ce qui est considéré positif et ce qui est considéré, ce qui est au-dessus du niveau optimal. Donc, tous les éléments positifs concernent, dans le cas des petits enfants, donc le climat était positif, même la productivité, dans la plupart des cas, était positive. Le staff, le personnel était sensible. Et ici, vous voyez des différents aspects de la qualité qui peut être très bonne ou pas beaucoup. Et nous voyons des aspects dans lesquels la qualité peut être améliorée. Donc, la qualité du feedback qui exige un peu d'intention, l'utilisation d'un langage qui encourage les enfants, qui probablement a besoin d'être développé davantage. Donc, vous voyez le niveau de qualité de ces centres pour les petits enfants et pour les enfants de l'âge périscolaire. Nous avons mené des interviews avec les éducateurs de ces centres intégrés et les enseignants des écoles primaires à la fin de nos sessions. Et si vous voyez des citations que nous avons prises
des interviews. Et donc, dans ces groupes spéciaux, il y a donc on a souligné que ces groupes ont garanti une transition meilleure. Et en outre, on a aussi vu, on a aussi identifié dans les petits groupes les faiblesses qui peuvent être discutées et sur lesquelles on pourrait intervenir. Le groupe, comme je dis, est généralement petit et donc il y a des éducateurs, mais aussi des enseignants. Par rapport à un groupe plus large, ces petits groupes permettent d'identifier des faiblesses et de travailler sur ces faiblesses tout au cours de l'année. Et il ne s'agit pas seulement d'une question de bénéfices pour les enfants, mais aussi de développement personnel et de croissance des opérateurs. Ces groupes, petits enfants et enfants préscolaires, vont créer plus de la cohérence dans les centres intégrés. Nous avons des groupes dans lesquels il y a des opérateurs chaque jour et donc les enfants doivent former le EduCare sur base quotidienne. Une chose qui a été montrée est qu'il y a une planification plus élevée. Il y a des idées sur comment passer de A à B à C pendant l'année. Et les opérateurs sont très ravis. Ils voudraient augmenter la présence, le nombre de ces groupes. Ils soulignent aussi la possibilité d'apprendre les uns des autres parce que les opérateurs peuvent échanger leurs compétences. Mais il y a aussi des faiblesses parce que ce groupe spécial n'est pas toujours une unité individuelle. Parfois, ils travaillent ensemble, parfois, ils travaillent séparés, parfois, nous voyons des programmes cohérents. Dans notre cas, nous voyons des programmes qui sont plus limités et qui ont un programme un peu plus limité concernant la partie en commun. En ce qui concerne les barrières, et bien sûr, il y a des barrières. Parmi les barrières, il y a la conservation de ces groupes parce que les inspecteurs disent que ces groupes ne sont pas appropriés parce qu'ils dépendent des collectivités locales qui peuvent fermer ces groupes. Et beaucoup de groupes intégrés ont déjà été fermés et parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Donc voilà un problème que nous avons identifié. Et on a aussi identifié que le cadre juridique aux Pays-Bas devrait être plus flexible afin de garantir une expérience d'explorer des parcours alternatifs. Ils ont aussi dit qu'ils font partie d'un groupe cher parce que les opérateurs sont nécessaires. Les groupes sont petits, mais nous avons 2 opérateurs qui travaillent dans chaque groupe. Et bien sûr, il faut plus de temps en ce qui concerne les conseils, l'échange, les discussions. Et donc, j'ai parlé de ces groupes petits enfants et enfants de l'âge préscolaire. Donc, les Pays-Bas ont ce système divisé. Ces groupes spéciaux ne font pas partie du système officiel hollandais et d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, c'est une chose très intéressante. Mais il y a des différentes versions. Une version light, légère, où les petits enfants et les autres enfants se rencontrent, mais seulement dans des activités, des loisirs ou le jeu. Il y a des activités au contraire dans lesquelles il y a une intégration avec des groupes stables qui se rencontrent du lundi au vendredi. Dès le matin, il y a la planification de ces activités conjointes. Et il s'agit d'un modèle qui est très flexible et variable dans la pratique et
Maintenant, on est en train de conclure cette étude empirique. Nous voulons le publier en hollandais et en néerlandais et en anglais afin de le partager avec vous. Nous pouvons aussi impliquer d'autres sites. Merci. Merci. Bien sûr, nous voulons savoir davantage, mais je suis très intéressée parce que nous nous concentrons encore une fois sur le système plutôt que sur les bénéfices pour les enfants, pour les familles et tout ça est très intéressant. Programs in countries like in ex-Yugoslavia or in Africa or in other places where you have in one room children of different ages and teachers have to be magicians. etc., où il y a ces enfants de différents âges, les opérateurs qui doivent les gérer, doivent faire leur travail. Pauline, Il y a beaucoup à apprendre d'après ces histoires. Merci d'avoir partagé cette recherche avec. Et donc, après avoir écouté, disons, les résultats de ces expériences, on souhaite à la Belgique bonne chance pour aujourd'hui. Et maintenant, je donne la parole à Katie Jacobs de l'agence gouvernementale qui s'appelle Upgrowing et puis l'Open Omerga de l'Université de Kant, Marie-Fleur Sen, Marie Picard, Marie Hossein et Florence Pirard qui vont nous parler aussi des projets d'éducation dans les Flandres. Donc, vous n'avez jamais essayé de parler en hollandais, alors il ne faut pas rire. Donc, le projet s'appelle Obrin. Hein. Je faisais des tests avant, ça pas. Alors, bon après-midi à tous. On est tout à fait heureux de pouvoir vous présenter des parcours alternatifs en Belgique. Je vais vous présenter ce projet expérimental en Flandre qui explore, qui voit comment on peut aller vers un modus operandi plus intégré à l'intérieur du système ESSEC, c'est-à-dire le système pour la petite enfance, l'éducation et l'accueil. Ce sujet souligne l'importance du bien-être des enfants pour lequel on est en train de développer ce processus continu et constant. Prochain transparent encore. Donc, la collaboration entre les politiques dans le secteur de l'État-providence et de l'éducation a commencé en 2007. En dehors des efforts qu'on a fait pour permettre aux familles un état préscolaire pouvoir participer de façon régulière, on s'est plutôt focalisé dernièrement sur le fait que la transition soit agréable entre la maison, les voisins, les crèches et la maternelle. Donc, on a même établi un plan national. Disons, ce paquet est un bon résultat de cette collaboration. Alors, le paquet offre un manuel pour le réseau locaux de différents partenaires liés au secteur de l'éducation et du bien-être pour réaliser des activités réalistes vers une transition accueillante, mais pendant la crise de la COVID, il a été davantage évident comment les approches réglementaires, les politiques peuvent impacter les enfants et leurs familles. Donc, on a saisi cette opportunité pour aller de l'avant. Ce comité de reprise sociale a été approuvé et a établi ce projet pilote pour expérimenter ces structures intégrées, crèches, donc maternelles, extrascolaires. Il y a eu une clarification du décret
de 2021. Et donc, l'objectif est très éloquent, c'est-à-dire trouver des solutions sur des problèmes clés du système divisé. On voudrait donc développer des pratiques basées sur un travail intégré qui concerne donc le soin des petits-enfants et les horaires extrascolaires pour développer un parcours intégré des enfants de 0 à 6 ans. Et donc, on considère toutes les perspectives des enfants, les parents, les professionnels et les organisations. Et ce pionnier du projet doivent travailler sur la continuité pédagogique, donc à travers la connexion entre éducation et soins, la continuité au quotidien, au cours de l'année, et donc dans un siège ou différents sièges proches les unes des autres, et puis la continuité professionnelle, toujours en liaison avec la maison, les voisins et les quartiers des enfants. Et puis, pour pouvoir travailler sur cette continuité structurelle, on a aussi intérêt à identifier les problèmes réglementaires et mieux comprendre les conditions qui puissent faciliter ce travail intégré. Donc, le projet, l'utilisation de ressources disponibles ont été approuvées par le décret des Flandres à travers un appel d'offres avec 12 partenaires qui sont le pionnier du projet qui mène l'expérience sur 3 années. Donc, chaque partenaire reçoit 45 000 euros sur 3 ans et peuvent choisir librement comment sélectionner les ressources. Donc, par exemple, des ressources opérationnelles ou personnelles. Puis, il y a tout un compte rendu financier qui est très important. On travaille sur la base d'une liste des obstacles dans la première phase. On crée une sorte d'autorisation temporaire pour passer à la deuxième. Donc, ces projets peuvent explorer davantage comment donc travailler en continuité et donc pour parvenir à une meilleure connaissance des conditions nécessaires pour ce travail intégré. On a donc développé cette structure de projet, 12 pionniers qui mettent en place leurs propositions sur le plan local et se réunissent à l'intérieur d'un réseau d'apprentissage supporté par deux partenaires, par exemple, composés de deux associations qui ont beaucoup d'expérience en termes de transition dans le système divisé. Donc, on met l'accent sur l'échange, l'apprentissage réciproque. Puis, il y a donc un groupe central avec des représentants de la politique du bien-être et des coordinateurs. Et puis, donc, une commission pilote avec des organisations cadres, des syndicats, des inspecteurs et donc avec les partenaires d'apprentissage, les organisations des utilisateurs qui ont un rôle majeur dans le contrôle du projet et dans la proposition des suggestions et de recommandations pendant les 2 phases. Donc, on peut dire que le cadre est clair. Et je voudrais rentrer un petit peu dans le détail de ces 12 projets pionniers innovants et la situation actuelle. Tout d'abord, on peut dire que le profil de partenaires est différent en termes de lieu, d'organisation et de vision pédagogique. Et puis, on a même donc voulu inclure cette différence de manière à ce que le modèle pratique puisse être, disons, appliqué à des partenariats différents. Donc, il y a différents groupes de départ en ce qui concerne le fait d'atteindre les objectifs, le modus operandi intégré. Et puis, il y en a qui ont commencé avec un soutien, collaboration institutionnelle ou bien une collaboration déjà existante. On est d'accord sur le fait qu'il est nécessaire d'échanger dans les cadres pédagogiques, essayer donc davantage de coopération au quotidien, coopération de travail avec la petite enfance. Différents projets soutiennent le concept d'EduCare et se concentrent aussi sur des pratiques partagées de développement et de contrôle, de suivi. Tout ce projet innovant donne beaucoup d'importance à l'accessibilité,
y en a de projets qui ont partagé aussi des politiques pour les parents, bien organisées. D'autres sont plus focalisés sur l'implication des quartiers et donc sur des figures, des liaisons. Et puis, en ce qui concerne les obstacles, la liste nous a montré beaucoup de clusters, donc des problèmes infrastructurels, la condition des opérateurs, etc. Ce groupe, disons, pilote, a écrit aussi des recommandations, même concernant la réglementation, qui devront être débattues auprès des différents ministères. Évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup. Donc, merci. Je crois qu'on peut continuer. Donc, oui, moi, je vais prendre la parole. Merci. Bon après-midi à tous. Je travaille à l'Université de Gand. Je vais vous parler d'une recherche de mon doctorat. Je suis doctorande. Ça, c'est une manière de mettre en question le système divisé. Donc, ma recherche se base sur ça. Comme vous savez, il y a différentes façons de regrouper les enfants qui vont, disons, d'un groupe d'âge horizontal, bien un croisement vertical entre les différents groupes d'âge ou même sur la base des besoins des enfants. Et donc, on a pris en compte en particulier la répartition verticale. On voit donc un peu les avantages, la continuité des enfants donc, qui échangent avec les autres et même, disons, les enfants qui ont moins de problèmes en transition. Donc, on a vu aussi que la qualité, surtout dans ces groupes verticaux, la qualité en ce qui concerne le plus petit, est inférieure alors qu'elle est supérieure dans les groupes horizontaux. Pardon. Il y a même donc moins de possibilités d'interaction, qualité d'interaction. Cela pourrait être, disons, un problème majeur. Donc, cette qualité est inférieure parce que donc ces enfants sont tout à fait importants et ils ont eux-mêmes donc un impact sur leur apprentissage, leur bien-être. On a vu qu'il y a eu un changement et donc il faut voir quelles sont les alternatives. Qu'est-ce que cela va signifier en termes d'interaction? Donc, je vais vous faire un tour d'horizon de différents groupes et différentes conséquences. Et je vais décrire ces pratiques, leur signification, différentes compositions de groupes d'enfants. Et je vais faire aussi une cartographie de la voix des professionnels et des parents sur la composition des enfants, des groupes d'enfants et des alternatives possibles. Dernier mois, j'ai vu donc un peu considérer tous les groupes pilotes dont ma collègue a parlé et j'ai vu que pour le projet, ça veut dire aussi de repenser la composition de groupes. Il y a bien des projets qui concernent le fait de passer de groupes horizontaux à groupes verticaux, basés plus sur les intérêts et les besoins des enfants. Pour, donc, j'ai sélectionné 3 cas avec une composition alternative de groupes et 2 de ces 3 cas font partie du projet mentionné par Cathy. Le premier cas de ma recherche est très restreint. C'est dans une zone rurale de Flandre qui a commencé au mois de septembre de cette année. Donc, il s'appelle Toddler Play, là où il y a des enfants, de bébés, de tout petits enfants, de la crèche. Il s'agit d'un groupe d'enfants de 0 à 3 ans. Et dans ce groupe, tant les enseignants de la crèche que
que les enseignantes de l'école d'enfance ont travaillé avec les enfants. Donc, le concept, c'est toujours éduquer en ce qui concerne les pratiques, mais même en ce qui concerne l'organisation des classes. Donc, ces classes ressemblent un petit peu à des classes de crèche, mais en même temps, donc, des classes de la maternelle. Donc, c'est une approche éduquée. Le deuxième cas concerne, disons, un centre pour enfants de 0 à 6 ans. Il s'agit de groupes basés sur les exigences des enfants, mais pas forcément basés sur leur âge. Et ce projet vise l'intégration plutôt que, disons, plutôt qu'une transition fluide. Donc, il faudrait se demander quelles sont les exigences des enfants. Comment pourrait-on satisfaire ces exigences des parcours alternatifs? Donc, on parle de besoins de soins ou de besoins d'accueil ou d'apprentissage ou les deux. Donc, il y a un accord croissant en ce qui concerne le fait qu'il faudrait commencer par une vision holistique de l'enfant où l'accueil et l'éducation ne soient pas séparés. Et donc, il faut considérer une intégration, une approche basée sur l'intégration disons, des assistants, de l'assistance et de l'éducation. Et puis, le dernier cas de ma recherche, qui n'est pas un projet pilote, concerne des crèches avec des classes où les enfants ne sont pas rassemblés sur la base de l'âge, mais les enfants du groupe ont de 2 ans et demi à 5 ans. Ce sont des enfants qui sont ensemble dans la même classe. Et donc, les enseignants sont des enseignants d'asile, mais aussi, disons, d'activités extrascolaires. Il n'y a pas de distinction entre des tâches d'éducation et d'accueil. Ils essayent tous de faire, disons, le même travail, de réaliser les mêmes activités et ils ont le souci de la continuité du soin et de l'éducation des enfants du matin jusqu'à 18 heures, plus ou moins. Donc voilà, c'était mon projet de recherche. Et donc, puis, évidemment, vous avez toujours des questions. Vous pouvez l'écrire sur le chat ou bien me contacter personnellement et je donne la parole à ma collègue. Bonjour à tous, moi je suis Marie Houzen, doctorante à l'Université de Liège et je réalise une thèse sur l'entrée à l'école maternelle et sur les pratiques qui sont mises en place ou non pour essayer de dépasser ces ruptures institutionnelles. Alors, dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme nous l'avons vu au premier webinaire, il est marqué par des ruptures institutionnelles. La dia suivante. La dia suivante. Merci. Donc, stop. Ouais. Donc, le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme nous l'avons vu, il est marqué par des ruptures institutionnelles où finalement peu de pratiques transitionnelles sont mises en place. Et donc, en réponse à ces difficultés, il y a quand même plusieurs actions qui sont mises en œuvre en vue d'assurer plus de continuité éducative dans notre organisation divisée d'offres de services de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. Alors, c'est pourquoi, dans le cadre de ce deuxième webinaire, on souhaite vraiment souligner l'émergence d'un contexte où se mettent en place finalement des conditions qui nous semblent propices à l'innovation, voire à la transformation du système établi. Alors, dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence, qui dépend du ministère de l'Éducation, il y a un groupe de travail qui a débuté avec pour objet la rédaction d'une charte, appuyée notamment sur les travaux récemment menés en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les pratiques transitionnelles.
Alors, l'objectif visé dans cette charte, c'est de définir des modalités propices au développement de pratiques transitionnelles, mais aussi de dispositifs de familiarisation par les acteurs de terrain, et donc des pratiques qui sont contextualisées et qui n'ont pas de visée à être standardisées. Alors, ce travail, il permet de réinterroger les conditions d'accueil de ces jeunes enfants à l'école maternelle, ce qui va impliquer aussi indirectement d'autres acteurs, comme ceux de la petite enfance, qui sont sous la tutelle de la ministre de l'Enfance et sous la responsabilité de l'Office de la naissance et de l'enfance. Office de la naissance et de l'enfance qui va publier très prochainement un document visant justement à clarifier cette notion d'éducaire relativement méconnue en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ces actions, elles doivent bien entendu être soutenues à la fois par les formations initiales, mais aussi par les formations continues. Et ça peut notamment l'être au travers des communautés d'apprentissage professionnelles ou de formations intercatégorielles pour lesquelles il existe déjà quelques initiatives. Alors, dans cette optique, nous allons, dans le cadre de cette présentation, citer 2 exemples. Tout d'abord, le projet Triangle, qui est soutenu par le programme Erasmus+, et qui vient de se clôturer. L'objectif de ce projet, c'était de générer, par des mobilités transnationales, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Suisse, en France et en Italie, ça visait la transformation conjointe de professionnels. Alors, de professionnels issus de 3 secteurs, à la fois d'organismes de référence, et donc des professionnels issus plutôt de la gouvernance, mais aussi d'établissements d'enseignement et de formation, ou encore de professionnels issus de structures d'accueil. Alors, cette transformation, elle était orientée vers une meilleure prise en compte par chacun des enjeux à rencontrer pour un accueil de qualité, notamment, par exemple, les transitions, l'approche globale de l'éducaire, les enjeux de formation y occupaient une place centrale. Vous avez d'ailleurs un site Internet, pour ceux qui le souhaitent, qui permet d'en savoir plus. Un autre exemple, dont les actions sont toujours en cours, c'est le groupe de travail de l'OMEP de la Belgique, soutenu par la Fondation Roi Philippe, où est expérimentée une démarche de job shadowing qui permet à des professionnels des 3 communautés linguistiques, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Flandre, mais aussi la communauté germanophone, de voyager. Et alors, on fait voyager tant des professionnels de l'accueil, donc de la petite enfance, que de l'école maternelle. Et ça leur permet de découvrir des pratiques professionnelles, à la fois des acteurs de l'accueil pour les acteurs scolaires et inversement, des acteurs de l'accueil pour les acteurs scolaires. Alors, il y a des forums belges qui seront organisés en 2023 à destination des responsables politiques des 3 communautés. Alors, comment toutes ces mesures vont-elles permettre dans les réformes actuelles et dans les innovations, transformations en cours ou futures, d'aller vers plus d'éducaire? Alors, cette question qui est ouverte doit faire l'objet d'une attention particulière, notamment dans les années à venir. Un grand merci. Thank you, Belgium. It was very interesting hearing how many projects and how many interesting things are happening. C'était tout à fait intéressant de voir combien de choses intéressantes se passent dans votre pays. Donc, on a entendu la France, l'Italie, et donc ce serait bien d'inclure la perspective politique de politique. Mais, donc, nous avons Elke Verdok, qui est conseiller auprès du ministère de l'État-providence des Flandres. Et je voudrais savoir si Elke, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. On ne me voit pas très bien. Je suis un peu dans l'obscurité. Je voudrais véritablement vous remercier d'être ici parce que je sais bien que vous êtes dans une réunion très importante concernant donc la situation des enfants en Flandre. Donc, on sait que vous êtes en train de nous consacrer un temps précieux. Et donc, je voudrais vous dire de partager avec nous vos idées, vos impressions. Bon après-midi à tous. Sur le chat, j'ai vu donc qu'il y a quelqu'un qui a dit
qui donc envie un petit peu la Belgique et l'opportunité que nous avons en termes de projets et de ce que nous faisons dans notre pays. Mais évidemment, nous avons aussi nos réglementations. Et donc, je voudrais commencer par dire que maintenant, dans le Flandre, il y a une grande crise concernant le monde de l'enfance et on voit que malgré toutes les règles qu'on a établies, elles n'arrivent pas à garantir que toutes les phases, tant la santé physique que la santé mentale des enfants puissent être garanties. Donc, il faut améliorer notre système. Et donc, Michel pourrait donc vous parler de façon plus poussée de la crise qu'on est en train de vivre. Mais je crois qu'il est important disons, de comprendre ce qui se passe à la lumière de ce que je vais vous dire. Les crises sont parfois même des opportunités. Donc, il faudrait investir davantage dans la qualité de l'accueil des enfants. Il y a donc des projets très importants pour l'avenir concernant donc la puériculture en Flandre. On travaille avec des experts, des scientifiques comme Michel pour dépasser ce système divisé sur la base des besoins des enfants. Et il faut donc partir justement des besoins des enfants, de leurs familles, les familles où ces enfants, avec qui ces enfants vivent. Alors, le projet des Flandres sera donc une source d'inspiration pour les projets à venir. Et alors, le défi de ce projet, c'est qu'on a commencé par une approche descendante, donc du ministère du Bien-être, et non pas par le bas, comme c'est le cas en France, par exemple. Cela va être donc difficile hein, de persuader les écoles, les centres, le ministère de l'Éducation, de leur faire comprendre la valeur et l'opportunité disons, de la validité de ce système. Donc, il faudrait commencer très tôt, à 2 ans et demi. Il faut travailler pour commencer tous ensemble pour nous focaliser sur le besoin de dépasser le système divisé. Mhm. Bon, c'est en fait bien des projets ont débuté à partir de l'âge de 3 ans. Et récemment, j'ai lu l'étude d'un auteur hollandais et je crois qu'avec Pauline Slot, ils ont travaillé avec le gouvernement de Pays-Bas. Il y a eu des résultats tout à fait intéressants. Ils ont dit qu'il faudrait, disons, faire attention à l'utilisation intensive, disons, utiliser, à prendre en compte les tout petits enfants et aussi en Belgique, les projets, les éducateurs, les enseignants se sont demandé si, même les familles se sont demandé si les enfants devraient passer beaucoup de temps à la crèche. Donc, on a passé réduire aussi le nombre des heures pour les gens qui travaillent. Donc, cela pourrait poser un problème. Donc, on a besoin d'un opérateur, pour 3 petits-enfants. Et cela implique donc des coûts très élevés. En Norvège, par exemple,
les parents sont davantage impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Et puis, il y a les centres pour l'enfance, comme le projet de Renderling, pourrait par exemple se focaliser davantage sur les familles dans leur travail avec les tout petits enfants pendant le premier rang de leur vie. Ça, c'est une question que j'avais pour vous. Mais donc, c'est une question pour Ruben aussi. Et en fait, c'est une question que je voudrais poser à tous. Quel est l'âge des enfants de votre groupe? Est-ce que c'était des enfants de 2 ans et demi ou plus âgés? Donc, même des enfants de 3 ans. En Belgique, c'est déjà l'âge où donc les enfants vont à la crèche. On commence à 2 ans et demi. Et donc, avant de partir, j'ai une question à vous poser. Comme vous avez vu, donc les opportunités de transformer véritablement ce système et de créer donc une véritable intégration au niveau politique et au niveau pratique, disons, quels sont, à votre avis, disons, les sources de ça? Donc, alors, qui sont les agents du changement qui ont l'énergie et donc qui pourront nous inspirer? Est-ce qu'on pourrait poser ces questions à Michel? Bon, en fait, on a déjà un système pour le système de 2 ans et demi dans l'accueil et l'éducation. Je connais très bien votre système. Nous avons besoin de projets comme The Handling. Je crois aussi qu'en Flandre, il faudrait réduire le, le nombre d'enfants qui travaillent avec un opérateur et augmenter le niveau d'éducation. Donc, il faudrait un petit peu négocier. Bon, je n'arrive pas à trouver le bon terme, excusez-moi. Donc, il faudrait négocier, comme je disais, avec les représentants des travailleurs. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir pour être, disons, mise au jour concernant les progrès. Merci d'avoir été avec nous. Donc, au revoir. Merci. Maintenant, on approche, disons, de la fin de notre rencontre. Je voudrais inviter Michel pour résumer un petit peu la journée, faire le point disons, de notre journée. Donc, Michel, alors, tu vas être responsable un peu de tout. Merci, Zoreka. Et je vais répondre à Martha Merlo, qui a écrit sur le chat. Elle a demandé si, disons, le webinaire sera sur Internet. Et vous allez avoir aussi disons, le rapport, un compte rendu. Ce qui m'a impressionné en entendant les différentes présentations de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique, si on veut véritablement dépasser ce système divisé et si on veut véritablement passer aux exigences des enfants de 0 ans jusqu'à l'école obligatoire, il faut avoir une approche unifiée, il faut penser, disons, à 4 niveaux en même temps. Donc, le premier niveau, c'est le niveau politique, et donc, qui, à son tour, peut avoir différentes situations au niveau politique général, mais aussi local. Et cela est tout à fait important parce que sinon, même les changements seront toujours faibles
ne seront pas durables et dépendront beaucoup des individus. Donc, le niveau politique est l'un des changements nécessaires. Un autre niveau de changement important, c'est la formation professionnelle initiale, mais même la formation professionnelle continue. Et lorsqu'on parle de formation, évidemment, on pense aussi aux conditions de travail systémiques et des heures libres, comme l'ont dit nos collègues italiennes. Puis, il faut parler aussi des niveaux des professionnels, parce que la formation implique aussi donc des instituts scolaires, etc. Puis, il y a le troisième niveau, les professionnels qui concernent donc la formation continue, mais aussi les échanges internationaux. Donc, peut-être que le prochain webinaire peut être consacré aux professionnels. Et là, on pourra avoir des échanges au niveau international. Et puis, un quatrième niveau, tout aussi important que bien de vous souligner, c'est le niveau de la recherche. Et donc, l'importance, le fait, disons, l'importance de ces innovations qui doivent être suivies, contrôlées de près. Puis, pour ceux, disons, pour ce qui concerne leur signification pour les enfants et pour les familles. Donc, il faut contrôler ça au niveau des familles, des enfants et des opérateurs. Donc, personnellement, je pense qu'il faut réfléchir à comment les changements peuvent, disons, peuvent inclure tous ces différents niveaux qui, ensemble, pourraient nous conduire à un système compétent. Ce n'est pas quelque chose d'unique parce qu'il faut penser à un système holistique. Autrement, le contenu de l'innovation sera toujours très faible. Et puis encore un dernier point, une heure disons, de jeu. La Belgique et la Croatie sont encore, disons, en situation de parité. Et donc, je travaillais même avec des joueurs de football. Donc, je connais très bien la situation. Mais en fait, tu as dit quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est un parcours très, très long. Il faut donc il faut faire ensemble, il faut faire ce chemin tous ensemble. Il faut inclure tous, toutes les parties prenantes et les acteurs concernés doivent être inclus dans ce processus pour obtenir un système compétent. Il faut éviter, disons, que les coûts du programme soient la seule chose qui compte. Donc, on est arrivé à la fin de ce deuxième webinaire aussi. Je voudrais remercier vous tous pour avoir participé à ce webinaire. Je voudrais remercier notamment tous ceux qui ont participé aux deux webinaires. Je voudrais même remercier tous les intervenants, et les amis, et donc les intervenants, les orateurs, tous ceux qui ont fait poser des questions, et les interprètes qui ont fait un travail très, très compliqué parce que les gens voulaient dire beaucoup de choses en même temps. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de ISA, Thérèse et Vanessa, on ne les voit pas, mais ils ont fait un travail magnifique derrière les coulisses. Donc, j'espère qu'on a parvenu à vous intéresser, donc à susciter vos curiosités concernant les changements en pratique, même les changements politiques pour que toutes les familles et tous les enfants puissent se sentir bien accueillis et soutenus et pour qu'ils puissent, disons, atteindre et exploiter leur potentiel à tous les niveaux, qui puissent être respectés, célébrés à tous les niveaux. Ça, c'est notre page web du webinaire. Vous voyez qu'il y a différents, disons, différentes présentations de pays ou disons le Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark. Vous avez aussi des images, des infographiques concernant ce pays en français, en anglais, en italien. Et vous pouvez aussi décharger tous les PowerPoint qu'on a présentés. En outre, je voudrais
on voudrait aussi vous inviter to sign up to ISA's newsletter and follow us on Facebook and à vous Twitter. inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et si vous voulez être le premier à savoir ce qui se passe, si vous voulez être toujours mis à jour, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour connaître toujours, disons, ce qui se passe, nos projets. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi selon votre pays. Et la prochaine fois, il y aura des gens provenant de différents continents, de différentes parties du monde. On a une mission conjointe, c'est-à-dire faire en sorte que nos enfants puissent comprendre leur véritable potentiel et pour que donc disons, nos enfants et les familles puissent être toujours respectés.